Alors que les vacanciers profitent de la fin de l'été, Denise Ruperas, elle, a du mal à goûter aux joies du camping. Elle n'est pas venue là pour passer du bon temps, mais parce qu'elle n'a pas le choix. Donc voilà où j'habite maintenant. Et je passe mon temps à déménager avec ma voiture et mes affaires personnelles. Je suis toujours sur les routes, à droite, à gauche, à essayer de trouver un logement. Et je ne peux pas acheter quelque chose et je ne peux pas louer. Un quotidien de galère. Pourtant, Donc voilà dans où une autre j'habite, vie, cette consultante en informatique au printemps était propriétaire d'un appartement en région parisienne et disposait d'une épargne conséquente. Un confort désormais parti en fumée. Aujourd'hui, il me reste mon ordinateur, quelques affaires personnelles et une voiture. C'est tout ce qui me reste. Si Denise se retrouve ruinée à 57 ans, c'est parce que d'après elle, elle aurait été victime d'une énorme arnaque. Elle avait investi dans un projet à Bali, en Indonésie. Une île paradisiaque, au bord de l'océan Indien. Une destination prisée des touristes français, avec son climat tropical et ses paysages à couper le souffle. Denise n'est pas la seule à avoir cru pouvoir faire fortune là-bas. Comme elle, 200 Français auraient perdu toutes leurs économies. En tout, 18 millions d'euros qui devaient servir à construire plusieurs hôtels de luxe. Ces trois hommes, Éric et Franck Girardot, deux frères, et leur ami André Pitra, se proposaient de les aider à faire fructifier leur argent avec ces projets. Ils promettaient un rendement d'au moins 8%. Pendant des années, tout va bien. Mais subitement, fin mars 2014, les trois associés annoncent à leurs investisseurs que les caisses sont vides. Alors où sont passés les 18 millions d'euros? Mauvais gestionnaires ou hommes d'affaires malhonnêtes? Qui sont les trois entrepreneurs à l'origine de ce naufrage immobilier? Pour comprendre, nous nous sommes rendus sur place en Indonésie. Direction l'ouest de Bali, sur le dernier chantier lancé par le trio. Venez, je vais vous montrer. Ce gardien nous guide sur le terrain de plus de 7 hectares. Ici, devaient être construites 20 magnifiques villas, les pieds dans l'eau. De ce côté, on a 6 villas. Ici, c'est une villa avec piscine. Et là, ça devait être la chambre. La chambre à coucher. Comme vous voyez, il y a encore beaucoup de boulot. Pas une seule construction finie. Sur le chantier désert, les seuls employés qui restent sont ces deux gardiens. Et ils nous apprennent qu'ici, le temps s'est arrêté bien avant que Denise et les 200 autres Français ne soient avertis. Ça s'est arrêté fin septembre 2013. Avant, il y avait 100 personnes qui travaillaient ici. Et ils ont arrêté la construction. Ils n'ont pas donné d'explication, mais c'est à cause d'un problème financier. C'est parce qu'il n'y a plus d'argent. Pour découvrir ce qui a provoqué un tel désastre, il faut remonter plus de 10 ans en arrière, auprès des tout premiers investisseurs. Pour Denise, tout a commencé en 2003. Suite à un deuil, elle traverse une dépression. Un ami lui conseille alors d'aller voir un coach spécialisé dans le développement personnel, André Pitra. Elle est immédiatement séduite par ce personnage charismatique. Il y a une confiance qui se met en place parce que c'est quelqu'un qui est très souriant, qui est très chaleureux à l'accueil, et qui semble extrêmement gentil et qui semble n'avoir qu'une envie, nous apporter le bien-être et nous aider. André lui propose de suivre un stage pour apprendre à transformer sa vie. C'était un stage pour gérer les émotions, pour être plus positif et pour retrouver un peu plus de sérénité. Pendant 2 ans, Denise suit régulièrement ses séances de coaching et retrouve le moral.
Un jour, André lui suggère de rencontrer un ami qui a des projets d'investissement. Il me présente Éric Girardot, qui est un ami de longue date d'André Pitra, et qui est, selon André Pitra, expert en immobilier, très compétent et très sérieux. J'avais confiance en André Pitra, et j'accepte ce rendez-vous. Ce que Denise ne sait pas, c'est qu'Éric Girardot et son coach André ne sont pas seulement amis, mais partenaires en affaires. Ils ont monté une société qui va très loin dans le coaching bien-être, comme on le voit sur ces vidéos promotionnelles mises en ligne sur leur site internet. Dans des salons, les trois hommes démarchent une clientèle en quête de sens. Chacun a un rôle bien précis. André se charge du mental. On avance beaucoup plus vite, on fait des choix, on a de l'intuition. Oui, ça c'est bon, ça non, ça je le fais. Franck, le sportif, prône le dépassement physique. Et vous, où en êtes-vous avec votre corps? Est-ce que vous vous sentez capable, si vous en avez besoin, ou mieux encore, si vous en avez envie, d'escalader le mur de votre maison plutôt que de rentrer par la porte? Et Éric, ancien conseiller financier, propose de mieux gérer son porte-monnaie. Si vous ancrez ces 4 piliers bien profondément, alors le monde vous appartient. Ces excellents orateurs encouragent les participants à remettre leur vie en question. Eh bien écoutez, bonjour à tous et à toutes. Nous sommes tous réunis ce week-end pour que vous passiez un week-end formidable. Il y aura un processus, il faudra des projets, il faudra passer à l'action. Autosuggestion, hypnose, tout semble mis en œuvre pour les pousser à dépasser leurs limites. Très vite, les trois coachs proposent pendant ces stages des projets qui n'ont plus rien à voir avec le bien-être. Des investissements immobiliers dans des hôtels de luxe à Bali. Denise est l'une des premières à qui Éric Girardot en parle. Éric Girardot me pose des questions sur mon patrimoine, le prix de mon appartement, l'argent que j'ai en épargne. C'est là qu'il me dit de vendre mon appartement, de devenir locataire et de placer cet argent à Bali. Denise s'exécute. Elle convainc même des membres de sa famille de participer à l'aventure. En tout, elle réunit près de 700 000 € pour investir dans les projets des trois coachs. Elle ne se pose pas de questions, jusqu'au jour où il lui propose de venir à Bali pour visiter les chantiers. Lors de son séjour, une personne prend contact avec elle discrètement et lui remet des documents qui pourraient laisser penser que les trois hommes feraient un mauvais usage du capital. C'est des factures, des dépenses principalement d'Éric Girardot. Et là, c'est écœurant. Pour 10 jours d'hôtel, dans un hôtel 4 étoiles à Paris, on arrive quand même à une note de 6 224 €. Un dîner en tête-à-tête, à 2 personnes, 1 118 €. Ça, c'est pas acceptable. L'argent, il n'était pas fait pour son usage privé. Denise en vient à se demander si les trois entrepreneurs ne seraient pas en train de se payer grassement sur le dos des investisseurs. Pour Éric Girardot, qui a accepté de nous rencontrer aux côtés de son avocat, ces accusations sont complètement farfelues. Sa société fonctionnait bien, il avait donc un bon salaire. Le train de vie, il était avoué, tout le monde savait, mais elle vous montre 2 factures en 8 ans. Donc vous voyez que c'est pas quand même honteux. Et notamment une facture où oui, en 2008, eh bien, ça allait bien, on pensait vraiment que tout allait aller vite, et on a fait venir nos familles, c'est cher l'hôtel. Voilà. Mais c'est juste ça. Un détail aurait pu mettre en garde Denise et les autres investisseurs. Quelque chose ne tournerait pas rond dans l'entreprise. Alors même que le complexe hôtelier de Bali n'est toujours pas sorti de terre,
nombre d'entre eux auraient déjà touché des dividendes. Selon Éric Girardot, lui et ses associés auraient voulu faire preuve de générosité. Le parti pris, c'était de dire on veut faire quelque chose d'ambitieux, on va donc collecter des fonds et puis on va remercier les gens qui mettent de l'argent dans ce projet en les rémunérant. Seulement, il faut toujours plus d'argent. Nous avons contacté par téléphone Véronique. Elle faisait partie des fidèles clients qui recrutaient de nouveaux investisseurs. Il y avait des soirées investissement, ça s'appelait, des soirées réservées aux différents produits, d'investissement qu'ils proposaient. Ils nous incitaient à faire de la promotion. Oui, là, ils nous disaient, parlez-en autour de vous, ramenez du monde, oui, bien sûr. Ok. Véronique fait de la publicité autour d'elle et réussit à convaincre quelques amis comme Jacqueline. Cette retraitée de 63 ans ne connaît pas grand-chose à la finance. J'ai 70 000 € à placer et un couple d'amis qui est en relation avec m'indique qu'ils ont trouvé une possibilité de placement intéressant à Bali. Elle fait confiance à ses amis et accepte de prendre contact avec Éric Girardot. Au départ, elle joue la prudence. J'explique à Éric Girardot que je veux placer 30 000 € et lui a réussi à me persuader que l'argent que je vais placer sera beaucoup plus en sécurité si je place 70 000 €. La totalité. La totalité. Pendant 2 ans, elle perçoit les intérêts de son placement, puis plus rien. Aujourd'hui, son capital s'est volatilisé. Comme Jacqueline, plus de 80 personnes ont décidé de porter l'affaire en justice. La majorité des plaignants est défendue par Maître Laurin et Maître Vey. Selon eux, les 3 promoteurs auraient eu recours à un montage financier frauduleux, inspiré du système de Ponzi, à l'origine d'un des plus gros scandales de ces dernières années. Le système de Ponzi, c'est quelque chose de très simple. Ça a été utilisé dans l'affaire Madoff notamment. Ça consiste à rembourser les intérêts des prêteurs précédents avec les nouveaux arrivants. C'est-à-dire que le nouvel arrivant arrive avec 1 000 €. Ces 1 000 € ne vont pas me servir à générer une nouvelle activité économique, mais plutôt à rembourser les intérêts que je dois des précédents prêteurs. Dans ce type d'escroquerie, le montage ne vise qu'à alimenter ceux qui se trouvent en haut de la pyramide. Un système voué à l'échec, car quand les nouveaux investisseurs viennent à manquer, tout s'écroule. Dans le cas du projet à Bali, selon les avocats des plaignants, seule une partie des 18 millions placés aurait servi à payer les investisseurs et à engager les travaux du complexe hôtelier. Alors si ces accusations sont exactes, où serait passé le reste de l'argent ? Éric Girardot, son frère et André Pitra plaident la bonne foi. Jamais ils n'ont détourné d'argent. Selon eux, ils ont juste fait de mauvais placements qui les ont conduits à la banqueroute. Jusqu'en mars dernier, ils avaient toujours l'espoir de mener à bien leur projet. Vraiment, les yeux dans les yeux, on était mais absolument convaincus. À partir du moment où on s'est réunis avec Franck et on a vu que globalement, là, ça devenait quasi impossible, eh bien, on a dû arrêter. C'était un peu trop rapide, un peu trop gros. Les 3 compères se seraient laissés déborder par des chantiers trop ambitieux. Dans son mobil-home près de Montpellier, Denise dit ne plus croire aux belles paroles d'Éric Girardot. Pour l'instant, aucune mise en examen n'a été prononcée, mais elle espère qu'un jour, les 3 promoteurs seront inquiétés. Pour moi, l'escroquerie, elle continue. Elle sera terminée, quand je sais pas, quand ils seront en prison, s'ils y vont un jour. Et surtout, ils n'ont aucun scrupule. Il n'y a pas de limites, c'est nos limites. D'ailleurs, c'est ce qu'ils disent dans leur stage. Dépasser ses limites, mais alors eux, ils les ont vraiment dépassées pour le coup. Une enquête préliminaire a été ouverte. Un juge d'instruction pourrait être saisi pour déterminer si les 3 hommes doivent être poursuivis pour escroquerie et abus de confiance.